Ses avocats ont annoncé leur intention de faire appel de ce verdict. Ces jours d'élection ce mercredi en République démocratique du Congo. Après des semaines d'incertitude quant à la tenue du scrutin à la date prévue, 44 millions de Congolais sont appelés aux urnes pour des élections présidentielles, législatives et régionales. Mais tous les électeurs n'ont pas l'intention d'aller voter. C'est en partie le cas dans le bidonville de Kinshasa, où les habitants confrontés à la misère du quotidien se considèrent loin de la politique et des préoccupations électorales. Voyez le reportage de nos envoyés spéciaux, Mélina Huette et Andréou Hilliard. À Pakadjouma, les trains passent mais jamais ne s'arrêtent. Limitrophe d'un des quartiers les plus riches de Kinshasa, ce bidonville de 50 000 âmes est un concentré de misère où les services publics sont inexistants. Ici, tout le monde, ou presque, connaît Eliane Kiboudi. Mais moi, un peu de À tout juste 28 ans, cette diplômée en droit est une maman de substitution pour beaucoup, comme pour Betty, quadragénaire qui a appris à lire et à écrire grâce à elle. Après ça, tout ça, si quelqu'un qui a un bon cœur nous voit, il nous vient en aide. Récemment, il y a eu un incendie et Madame Eliane et Madame Nora nous ont aidés. C'est elles qui m'ont donné ce drap. Une personne normale, une personne qui a un peu d'argent, elle ne vivrait pas dans ces conditions. S'il pleut, alors il y a des vers qui affluent. Et puis aussi, il y a des matières fécales qui sont charriées juste ici. À Pakadjouma, les excréments sont déversés dans des rigoles et les déchets jetés à même le sol, dans l'espoir que la pluie vienne les chasser. Salubrité, santé, mais aussi éducation, les enjeux sont nombreux. Alors en 2021, Eliane a fondé l'association Pakadjouma Résilience qui assiste notamment Samson, le promoteur de cette école privée. La salle, vous la voyez, elle est petite, elle ne bougeait pas. Vous voyez qu'il n'avait plus, il y a même des flaques d'eau. Donc les conditions dont les enfants sont en train d'étudier ne sont pas des bonnes, ils ne sont pas tous dans les bonnes conditions. Ils sont délaissés. Sol en terre et toit de tôle pour 6 classes à peine où s'entassent près de 400 élèves de la maternelle au lycée. Je n'ai aucun soutien des hommes politiques, donc je le fais personnellement avec les maigres moyens que moi je possède. Par l'éducation, Eliane et Samson espèrent extirper de la rue les Koulouna, nom donné aux délinquants juvéniles, ou éviter aux jeunes filles de tomber dans la prostitution. Banal à Pakadjouma. Non pas parce qu'elles veulent le faire, mais parce qu'il y a la pauvreté. Elles ont même du mal pour s'acheter une serviette hygiénique qui revient à moins de 1 $. Donc elles se disent, il n'y a pas moyen de faire autrement, on doit se lancer dans les commerces de sexe. Beaucoup de parents de jeunes filles mères aujourd'hui, jeunes filles de 15 ans, 16 ans, elles ont déjà 2-3 enfants, elles n'ont pas eu aussi la chance d'aller à l'école comme vous ou moi. Donc on doit leur booster, leur parler sur l'importance de l'école. Avec un État qu'ils disent être aux abonnés absents, les habitants de Pakadjouma ont appris à compter les uns sur les autres. Cela fait longtemps qu'ils ont cessé de croire aux promesses de campagne. Et pour refermer ce journal, ces images aussi impressionnantes que terrifiantes, ça fait maintenant plus de 24 heures que la lave jaillit des entrailles de la Terre en Islande. Cette éruption volcanique s'étale le long d'une faille de 4 km de long. Elle a diminué en intensité. Les habitants de Grindavik, la ville la plus proche, avaient été évacués début novembre. Cette nouvelle éruption est la 4e en 2 ans sur l'île. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes en régie et en rédaction. Passez une très bonne journée sur France 24 et sur France Info. À demain. L'actualité du continent africain, c'est tout de suite sur France 24. Heureux de vous retrouver dans votre journal de l'Afrique aujourd'hui. Le compte à rebours en République démocratique du Congo, 4 élections organisées ce mercredi, dont une présidentielle à un tour. Myriam Amelal nous attend à Kinshasa. Vivres, produits de première nécessité, vêtements, la solidarité en Guinée s'organise. Le plus grand dépôt de carburant du pays a explosé, 14 personnes ont péri. Et puis nous irons au Togo, qui est devenu le plus gros exportateur de soja biologique vers l'Union européenne. Reportage en fin d'édition. Marathon électoral en République démocratique du Congo. Ce mercredi, 44 millions d'électeurs sont appelés à élire leurs conseillers communaux, leurs députés provinciaux et nationaux et leur président. L'enjeu est autant démocratique que sécuritaire, mais organiser un tel scrutin dans le plus grand pays d'Afrique subsaharienne est aussi un casse-tête logistique. 75 000 bureaux de vote ont été déployés et les observateurs sur place veillent au grain. Direction la capitale, Kinshasa. On retrouve un visage bien connu ici au Journal de l'Afrique, celui de Myriam Amelal. Bonsoir Myriam, vous êtes sur place pour couvrir ce quadruple scrutin. Tout est prêt pour l'ouverture du bureau de vote? Bonsoir Anthony, eh bien vous l'avez dit, c'est la course contre la montre. On n'est plus qu'à quelques heures avant l'ouverture de ces bureaux de vote. Ils ouvriront ce mercredi à 6h heure locale. Eh bien tout se prépare aujourd'hui. À 24 heures de l'ouverture de ces bureaux de vote, eh bien tout le monde s'est mobilisé pour préparer ces écoles où vont venir les 44 millions d'électeurs inscrits sur les listes électorales pour accomplir leur devoir électoral. Vous le savez, le principal problème, c'est l'acheminement du matériel électoral dans ces bureaux de vote. Eh bien sachez que des camions de l'armée ont été réquisitionnés ici à Kinshasa pour acheminer ce matériel. Et puis parfois ce sont des responsables de bureaux de vote eux-mêmes qui ont utilisé leur propre véhicule pour acheminer ce matériel électoral, pour l'installer dans ces écoles, pour pouvoir accueillir dès 6h ce mercredi matin les électeurs qui vont se déplacer pour aller voter. Donc vous voyez, les organisateurs se mobilisent, mais pas seulement. Il y a aussi, Anthony, les observateurs qui se mobilisent. Ils sont très nombreux à s'être engagés, à faire en sorte de veiller sur le bon déroulement de ce scrutin. Ils sont parfois issus de la société civile, parfois mandatés par l'Église catholique ou l'Église protestante, parfois même par l'Union africaine qui a déployé un certain nombre d'observateurs pour veiller au bon déroulement de ce scrutin. Nos envoyés spéciaux, Mélina Huette et Andrew Hilliard, les ont rencontrés. Je vous propose de regarder leur reportage. Dimanche matin à Kinshasa, des centaines de fidèles de l'ECC, l'église du Christ au Congo, se rassemblent pour le culte. Mais au sein de cette union de différentes églises protestantes, on ne se contente pas de prêcher. L'ECC a formé des milliers d'observateurs pour surveiller le scrutin le jour des élections. La démarche est indispensable selon les membres de cette paroisse. La nécessité de l'implication de l'église du Christ au Congo, par exemple, et puis les autres aussi, en sorte que nous soyons rassurés par rapport au résultat qui sera publié aux élections et les choses ont été réalisées de manière transparente. Sans observateurs dans des élections, ça sera un peu compliqué par rapport d'abord au désordre, premièrement, et deuxièmement, il y aura des triches. Nous voulons la démocratie et nous voulons la transparence et nous voulons nous rassurer que les choses évoluent bien. Vous savez, ça fait longtemps, nos politiciens veulent arracher le pouvoir par les armes. Mais aujourd'hui, le peuple ne veut pas arracher le pouvoir par les armes, il faut passer par les élections. Des milliers de ces observateurs seront envoyés par des organisations de la société civile congolaise, mais aussi par l'Union africaine. L'Église protestante et l'Église catholique prévoient à elles deux le déploiement du plus gros vivier, quelques 60 000 observateurs. Chez le CC, les formations ont débuté dès 2019.
Nous allons nous rassurer par exemple que les bureaux sont ouverts à temps et que les déploiements des matériels s'est fait dans les normes et que les matériels qui sont dans le bureau des votes sont utilisables. Il observera aussi l'attitude et les comportements de l'agent de la CENI qui est là. Il va observer la file, comment les gens viennent, quelle est l'attitude, l'état d'esprit et combien de temps cela prend. La mission des observateurs ne s'arrêtera pas le jour de l'élection. Certains seront en charge d'analyser les données et relever d'éventuelles irrégularités. Mais comme en 2018, même si les résultats sont contestés, la commission électorale sera la seule habilitée à proclamer les résultats. Voilà pour ce reportage de Mélina Huet et Andrew Hilliard. Merci à vous. Myriam Amellal depuis Kinshasa, évidemment. On vous retrouvera pour suivre ce vote et ce scrutin, ce quadruple scrutin dans la capitale congolaise. Merci à vous. Et ces élections seront très certainement le dernier processus électoral vécu par la MONUSCO, la mission de maintien de la paix de l'ONU, que depuis des mois, Kinshasa pousse vers la sortie, plaidant pour un retrait dès la fin de l'année et non fin 2024. Une résolution a été votée mardi en ce sens au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les 14 000 casques bleus déployés dans le pays se retireront, mais de manière progressive. Retournons à présent en Guinée. Après l'incendie du dépôt d'hydrocarbures de Conakry, le bilan de l'explosion de dimanche s'est alourdi. 14 personnes ont perdu la vie, 190 sont blessées. Pour venir en aide aux victimes, les initiatives de solidarité se multiplient. Sur place, Malik Diakité. Des jeunes volontaires font le tour de la capitale dans leur propre véhicule pour recueillir des vivres et les acheminer sur l'esplanade de la grande mosquée de Conakry. Ici, d'autres volontaires déjà sur place depuis le lundi chargent ces dons dans des camions militaires et des véhicules personnels pour être amenés au palais du peuple où les autorités ont aménagé des tentes pour les rescapés. On est dans une situation de crise, il faut bien faire quelque chose. Et vu qu'on veut se rendre utile, nous avons monté une équipe de femmes qui reçoivent en fait les dons qui arrivent, on les met par liste et par catégorie. Ensuite, nous les chargeons avec les véhicules et en fait les membres du gouvernement qui nous demandent de les envoyer sur les sites. On est là pour essayer d'aider, d'apporter un plus aux autres populations riveraines qui ont été touchées directement, les apporter de la nourriture, des vivres, des couvertures. Et tout ce qu'il faut au fait, pour qu'ils puissent tenir durant cette période très très difficile pour eux. Une aide internationale se met également en place. Une équipe de sécurité sénégalaise composée de 24 agents, dont 15 médecins militaires et 8 spécialistes de la brigade des sapeurs-pompiers sont déjà à Conakry. La France, l'ONU, tous mobilisent des agents d'assistance pour aider la Guinée à traverser cette période très difficile. 8 mois que l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide se font la guerre. Les combats qui ont tué 9000 personnes ont gagné depuis vendredi Ouad Madani. Jusqu'ici épargné, la ville accueille des centaines de milliers de déplacés. Le lieu est stratégique, il est situé à 200 km au sud-est de Khartoum, la capitale. Analyse de la situation avec Mathilde Vu du comité Norvégien pour les réfugiés. La prise de Madani, c'est vraiment un tournant dans la guerre et c'est pas seulement une nouvelle ville qui est en train de tomber, c'est vraiment un sanctuaire, un îlot où les gens se sont réfugiés depuis mois, qui est en train de se transformer en une zone de combat. Et malheureusement aussi, ce que ça signifie pour beaucoup au Soudan, c'est que probablement il n'y a plus d'endroit où être vraiment en sécurité. Pour le moment, on a des familles qui sont complètement paniquées, qui n'ont quasiment rien, qui viennent avec soit les mains vides, soit un sac avec quelques habits et c'est tout, et qui sont dans des abris de fortune sur le bord des routes ou dans des bâtiments publics. La priorité pour nos équipes pour le moment, c'est de donner vraiment une aide basique à ceux qui viennent de fuir Ouad Madani. Ils arrivent pour le moment par dizaines de milliers, ils sont réfugiés dans des écoles, dans des bâtiments publics, sur le bord des routes, et en fait ils sont complètement démunis, ils n'ont rien. Donc ce qu'on est en train de voir, c'est quels sont les besoins et deux, qu'est-ce qu'on peut leur apporter. Quand Togo rime avec soja bio, en moins de 10 ans, le pays est devenu le plus gros exportateur vers l'Union européenne. Il devance ainsi l'Inde et l'Ukraine. 80 000 tonnes ont été produites rien qu'en 2022. Le reportage d'Emmanuel Sodji et Raphaël Ntale. À plus de 160 km au nord de Lomé, la capitale du Togo, cette ferme expérimentale située à Takpamé teste la qualité des semences de soja bio pour réduire les risques de perte pour les producteurs. 22 semaines ont été déjà récoltées. Actuellement, vous voyez qu'il y a une homogénéité de graines. Donc le pied a donné un bon rendement. L'entreprise agricole met des semences plus résistantes ainsi que des biofertilisants à la disposition des sojaculteurs. Yao Toyo, ingénieur agronome de formation, est chargé de leur faciliter l'accès à des financements afin d'augmenter les superficies cultivables et les rendements. En tant qu'entreprise de chaîne de valeur biologique, nous mettons à la disposition des techniciens agricoles qui les appuient dans la maîtrise de la production. Dans cette zone, ce sont près de 20 000 tonnes qui sont collectées pour l'export. L'entrepreneur collabore avec près de 10 000 exploitants organisés en coopérative. L'objectif est une production de 2 tonnes à l'hectare. J'ai commencé il y a 3 ans, l'année qui a suivi, j'ai encore augmenté la surface de production. Cette culture rapporte vraiment du bénéfice. Alors que le soja n'était pas cultivé il y a 40 ans, c'est aujourd'hui une culture sur laquelle mise l'État togolais. 60% du budget du MIFA, un mécanisme innovant de financement du secteur agricole, aidant les producteurs à accéder au crédit bancaire, est consacré à la filière. Nous avons mobilisé encore plus de ressources pour qu'à partir de la campagne 2024-2025, nous puissions investir dans la production de semences, investir dans la production de fertilisants. En ligne de mire, une production à plus grande échelle et la création de valeur grâce à la mise en service de cette usine de transformation de soja sur la première plateforme industrielle du Togo. Objectif annuel, 250 000 tonnes de produits dérivés du soja exportés vers l'Afrique de l'Ouest, l'Asie et l'Europe. Merci de votre fidélité au Journal de l'Afrique. Le reste de l'actualité internationale, c'est dans quelques minutes sur France 24. À très vite. France 24 et la première présente. Chaque semaine, nous vous emmenons en voyage dans les territoires d'outre-mer, de la Caraïbe au Pacifique, en passant par l'océan Indien. Nous vous tenons informés des faits marquants de l'actualité des territoires ultramarins, qu'il s'agisse d'économie, de politique, de culture ou de sport. Nous allons à la rencontre des acteurs locaux qui font bouger ces territoires et nous partageons avec vous leurs histoires inspirantes. Outre-mer, c'est votre rendez-vous hebdomadaire pour découvrir la richesse et les défis des territoires ultramarins. Alors ne manquez pas notre prochaine émission sur France 24 et France24.com.
plus près. Chaque jour, suivez le journaliste au plus près du terrain, des grands événements, des témoins de l'actualité. Reporter enquête sur les sujets majeurs de l'actualité internationale. Élémentaire, notre planète vue et expliquée sous toutes ses facettes. Billet Retour revient sur des lieux qui ont marqué à jamais l'histoire. Les observateurs vérifient ces images amateurs qui témoignent de réalités insoupçonnées. Actuel, le magazine des femmes qui façonnent le monde. Tous les jours, partez au plus près avec nos équipes sur France 24 et France24.com. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau Paris Direct à la une de l'actualité de ce mercredi. En France, une majorité de députés a dit oui au projet de loi immigration, un texte qui est passé dans la douleur. Un député macroniste sur 4 n'a pas voté pour. Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a présenté sa démission. Quant à Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, il s'est félicité du vote du texte sans les voix du Rassemblement national. Donald Trump déclaré inéligible dans l'État du Colorado. La plus haute instance judiciaire de l'État a tranché en raison du rôle de l'ancien président dans l'attaque du Capitole en 2021. Une décision qui est pour le moment suspendue. Le porte-parole de Donald Trump a déclaré qu'il allait faire appel devant la Cour suprême des États-Unis. La présidentielle en République démocratique du Congo, un scrutin qui se déroule dans un climat sécuritaire mais aussi politique tendu. Près de 44 millions d'électeurs sont attendus aux urnes aujourd'hui. Les bureaux de vote ont ouvert. Certains habitants de Pagajuma, un bidonville tentaculaire de Kinshasa, ont annoncé qu'ils ne voteraient pas. Ils ne croient plus aux promesses de campagne. Reportage à suivre de nos envoyés spéciaux. Après le journal, nous vous emmènerons au Zimbabwe où le changement climatique et El Niño font des ravages sur les éléphants. Les autorités et les spécialistes évoquent une situation de crise et ils préviennent que de nombreux autres animaux pourraient mourir. Les prévisions météorologiques font état d'une pénurie de pluie et d'une augmentation de la chaleur dans certaines régions du pays, notamment dans le parc national de Hwange. Vous découvrirez ça dans 15 minutes, juste après le journal. En France, le projet de loi immigration a été adopté par l'Assemblée nationale, mais non sans difficulté et rebondissement. Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a présenté sa démission pour s'opposer au texte qu'il dit droitisé. Au sein de la majorité présidentielle, 27 députés ont voté contre et 32 se sont abstenus. La première ministre Elisabeth Borne et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se sont, eux, félicités du vote du texte sans, je cite, les voix du Rassemblement national. Le président français Emmanuel Macron devrait s'exprimer dans la journée à ce sujet, selon l'agence France Presse. Marc Pope. Pour 349 contre 186, l'Assemblée nationale a adopté. Au bout d'un parcours chaotique, le projet de loi immigration porté par Gérald Darmanin est adopté définitivement. Issu de la commission mixte paritaire, le texte permettra, selon le ministre de l'Intérieur, de mieux protéger les Français. La majorité a été solide et moi je suis très fier d'être dans un gouvernement avec un président qui a tenu, qui n'a pas godillé, qui a regardé l'intérêt général des Français avant tout, malgré les pressions, qui a su, sans le Rassemblement national, bâtir une majorité alors que nous savons que nous sommes en majorité relative. Au sein de la majorité, pourtant, 27 députés ont voté contre et 17 autres se sont abstenus. Mais tout l'enjeu du vote pour le camp présidentiel était de faire adopter le texte sans l'aide du Rassemblement national. Le parti de Marine Le Pen avait indiqué, à l'issue de la commission mixte paritaire, qu'il allait voter pour la loi. Pour la majorité, la mission est accomplie. Le texte aurait été adopté même si les députés RN s'étaient abstenus. En revanche, selon les oppositions, le résultat aurait été différent si le RN avait voté contre. Que lorsque vous regardez, il leur manque 7 voix si le Rassemblement national n'avait pas voté pour. Donc ce texte a été adopté avec les voix du Rassemblement national, mais pire que ça, avec les idées du Rassemblement national. Donc nous, je vais d'abord vous dire que nous allons saisir le Conseil constitutionnel. Si les députés du Rassemblement national n'avaient pas voté pour cette loi ne passait pas, contrairement au mensonge de M. Darmanin. Donc c'est les députés du Rassemblement national qui ont pris leur victoire idéologique et politique. Le soutien du RN est vécu comme un baiser de la mort pour la majorité et le gouvernement. En désaccord avec la loi, le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a présenté sa démission. Plusieurs autres ministres ont mis leur poste dans la balance. Emmanuel Macron doit s'exprimer ce mercredi pour tenter de clarifier la situation. Les bombardements israéliens sur la bande de Gaza se poursuivent. Au moins 129 personnes sont toujours retenues en otage par le Hamas. Ismaël Haniyeh, le chef du bureau politique du Hamas, accompagné d'une délégation, doit se rendre aujourd'hui en Égypte pour négocier un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et un échange de prisonniers avec Israël. Céline B. Des images devenues quotidiennes ici, à la frontière entre Israël et Gaza. Des colonnes de fumée, après des bombardements toujours intenses sur l'enclave palestinienne. Chaque jour, tout le territoire est menacé par des raids. Ce mardi, le Sud n'a pas été épargné, avec des raids sur Rafah, mais aussi des combats à Khan Younes, qui ont fait de nombreuses victimes transportées ensuite vers l'hôpital de la ville. Nous renforçons nos forces dans les zones stratégiques de Khan Younes pour démanteler le Hamas et nous continuerons à le faire avec détermination partout où cela sera nécessaire. Tel est l'objectif de la guerre, il est nécessaire de démanteler le Hamas et cela prendra le temps qu'il faudra. Démanteler le Hamas et ses statues, comme celle-ci démolie symboliquement lundi dans la ville de Gaza par l'armée israélienne. Si Daniel Hagari insiste sur le démantèlement du Hamas, le président israélien, lui, se montre bien plus mesuré. Israël est prêt à une nouvelle pause humanitaire et à une aide humanitaire supplémentaire pour permettre la libération des otages. Et la responsabilité en incombe entièrement à Yahya Sinwar et aux dirigeants du Hamas. Isaac Herzog fait référence au chef du Hamas à Gaza. Le chef du bureau politique Ismaël Haniyeh doit lui se rendre ce mercredi en Égypte pour des discussions sur un potentiel cessez-le-feu et des échanges d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens. La situation humanitaire reste catastrophique à Gaza, malgré l'ouverture depuis dimanche par Israël d'un deuxième point de passage pour laisser entrer de l'aide. Et le Conseil de sécurité de l'ONU, une nouvelle fois dans la passe, il a été incapable de trouver un compromis sur une résolution pour demander la cessation urgente et durable des hostilités dans la bande de Gaza. Le vote a été à nouveau reporté, il a été reporté à aujourd'hui. On fait le point avec Sarah Anderson.
Les négociations se poursuivent aux Nations Unies. Depuis lundi, les diplomates tentent de s'accorder sur une proposition de résolution, le but étant d'éviter un nouveau veto américain. C'était le cas le 8 décembre dernier. Washington avait bloqué une proposition de résolution, et ce, malgré la pression du chef de l'ONU, Antonio Guterres. Les États-Unis, depuis le début de ce conflit, se disent plutôt favorables à des pauses humanitaires et s'opposent drastiquement à tout cessez-le-feu. Résultat, mardi, dans ce nouveau texte, les Émirats arabes unis ont proposé, je cite, une suspension des hostilités, ainsi que des mesures vers une cessation des hostilités. Et c'est la deuxième partie de cette phrase qui pose problème aux Américains, et la raison pour laquelle ce vote se fait toujours attendre. Ce texte propose également l'accès à l'aide humanitaire, la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages, et puis une nouveauté, la présence des Nations Unies pour garantir l'acheminement de l'aide humanitaire, une mesure qui pourrait se concrétiser par exemple par l'augmentation du personnel de l'ONU sur le terrain. Alors à l'heure où le bilan humanitaire s'alourdit à Gaza, le Conseil de sécurité met donc tout en œuvre pour tenter de trouver un accord. Une abstention des États-Unis pourrait même suffire à l'adoption de ce texte. Encore faudrait-il que le Conseil de sécurité s'accorde sur les termes de cette résolution. Et en Ukraine, Volodymyr Zelensky a tenté de rassurer ses concitoyens malgré la déception de la grande contre-offensive et l'effritement du soutien occidental. Le président ukrainien a assuré que les États-Unis, je cite, ne trahiraient pas l'Ukraine et que l'armée ukrainienne a proposé de mobiliser 450 000 à 500 000 personnes, un chiffre colossal pour ce pays. Écoutez. La guerre se terminera-t-elle en 2024 ? Je pense que personne ne connaît la réponse. Même les personnes respectées, nos commandants ou nos partenaires occidentaux, lorsqu'ils affirment que la guerre durera de nombreuses années, ne le savent pas. Il s'agit d'un dialogue, il s'agit de réflexion. Jusqu'où se propagera l'onde de choc aux États-Unis? La Cour suprême du Colorado a déclaré Donald Trump inéligible pour la présidentielle de 2024 en raison de son rôle dans l'attaque du Capitole en 2021. Elle a ordonné le retrait des bulletins à son nom dans cet État pour les primaires républicaines qui auront lieu le 5 mars. Une décision pour le moment suspendue. Le porte-parole de Donald Trump a annoncé qu'il allait faire appel devant la Cour suprême des États-Unis. Les précisions de notre correspondant à Washington, Mathieu Mavin. À Washington, ce mardi soir, l'information a fait l'effet d'une bombe. Et même si les observateurs de la vie politique ici n'ignoraient rien de la procédure en cours dans le Colorado, ce verdict prend un peu tout le monde de court dans la capitale américaine, il faut bien le reconnaître. La Cour suprême du Colorado a donc statué, et conformément à l'article 3 du 14e amendement de la Constitution, quiconque a pris part à une insurrection est de facto disqualifié de toute forme de compétition pouvant conduire à exercer la fonction suprême. Pour les sages de la Cour suprême de l'État du Colorado, donc, la responsabilité de Donald Trump dans l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021 est directe, elle constitue un acte d'insurrection, et les juges considèrent donc que le candidat républicain Donald Trump à la primaire 2024 ne peut pas concourir dans l'État. Et peu importe qu'il soit donné très grand favori dans ce même État du Colorado, et peu importe que la Cour suprême du Colorado soit une juridiction locale et qu'elle exprime ici un scrutin qui aura évidemment un impact à l'échelon national, les sages du Colorado ont statué, tout simplement. Alors bien sûr, dans l'entourage de Donald Trump, les commentaires vont déjà bon train, ses plus fidèles supporters crient évidemment au complot, et les juristes qui l'entourent considèrent déjà que cette disqualification de la compétition pour 2024 doit être annulée, bien entendu. Seulement voilà, les juges de la Cour suprême du Colorado sont souverains dans leur État, et c'est donc la Cour suprême des États-Unis cette fois qui devra vraisemblablement être saisie pour annuler cette décision, bien embarrassante décidément pour le candidat Trump. Direction à présent la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, les Congolais votent pour élire leur président. Parmi les candidats, le chef de l'État sortant, Félix Tshisekedi, mais aussi le gynécologue et prix Nobel de la paix, Denis Mukwege. Des élections qui se déroulent dans un climat sécuritaire très tendu. Environ 44 millions d'électeurs sont attendus aux urnes. Et vous le voyez, les bureaux de vote ont ouvert, mais certains n'iront pas voter, notamment certains habitants de Pagadjouma, un bidonville tentaculaire de Kinshasa. Nos envoyés spéciaux Mélina Huette et Andrew Williard s'y sont rendus. À Pagadjouma, les trains passent mais jamais ne s'arrêtent. Limitrophe d'un des quartiers les plus riches de Kinshasa, ce bidonville de 50 000 âmes est un concentré de misère où les services publics sont inexistants. Ici, tout le monde ou presque connaît Eliane Kiboudi. Mais moi un peu les gars. À tout juste 28 ans, cette diplômée en droit est une maman de substitution pour beaucoup, comme pour Betty, quadragénaire qui a appris à lire et à écrire grâce à elle. Après ça, tout ça, si quelqu'un qui a un bon cœur